en début d'année 2022. Il y a eu 1 200 000 transactions l'année dernière et 30% de ces transactions, c'est de l'investissement locatif. C'est juste incroyable ce qui est en train de se passer là en ce moment en France. Arrivée d'eau, évacuation. Voilà, donc en fait ce qu'ont prévu de faire les acquéreurs, c'est de conserver la disposition. Alors ça sera... On est sur de la création de surface habitable, on était sur une surface commerciale et donc à ce titre, fiscalement, en location nue, vous ne pouvez pas déduire les travaux, sauf en meublé ou en SCI à l'IS. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle fois en compagnie de Nadège. Enchantée. Donc on va ce coup-ci vous présenter un projet un peu différent. Qu'est-ce qu'on va aller voir Nadège aujourd'hui? Alors on va aller voir un plateau de 59 mètres carrés qui était anciennement un bureau, donc plutôt un local commercial et qu'on transforme en local d'habitation. D'accord, très bien. Donc intéressant, donc on va vous expliquer un petit peu toutes les procédures, comment on transforme justement un usage professionnel en habitation. Il y a plusieurs démarches à effectuer auprès de plusieurs organismes aussi. Donc c'est pour ça que je voulais vous présenter ce projet sur cette chaîne. Et puis c'est un projet accessible puisqu'on est sur un prix d'acquisition de 45 000 euros. Exactement, 45 000 euros net vendeur. Donc voilà, avec les travaux évidemment, les frais de notaire et les honoraires projets locatifs, c'est un projet à moins de 80 000 euros. Voilà, donc accessible au plus grand nombre, assez facile, un peu de travaux pour faire du déficit. Donc un projet réalisable pour quasiment tout le monde. Hein. Tout à fait. Voilà, donc allez c'est parti, on va sur le terrain. Donc si vous voulez faire comme ce client qui a acheté ce bien et être accompagné par des conseillers spécialisés, tous multi-investisseurs, vous avez un formulaire, un lien en description. C'est notre société Projet Locatif qui propose des solutions d'investissement clés en main rentables sur toute la France. Je vous laisse jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. D'accord, donc pour commencer au niveau extérieur, tu m'expliquais que c'était principalement des bureaux qui sont transformés au fur et à mesure en appartements. En fait, c'est ça sur cette copropriété? Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des ventes, les gens qui acquièrent les biens les transforment en habitation. Donc la copro est très ouverte à cette transformation-là. Ça donne aussi une deuxième vie à l'immeuble puisque y a de moins en moins d'entreprises qui viennent siéger ici. Donc ça permet de faire revivre le bâtiment. D'accord, très bien. Bon, la façade est plutôt propre. C'est une copropriété avec des faibles charges aussi, c'est pareil, c'est un élément aussi à regarder quand on est investisseur. Est-ce que c'est du chauffage collectif? Est-ce qu'il y a des charges élevées à la charge du propriétaire ou pas? Alors les charges sont très faibles parce que du coup chaque logement a son compteur d'eau et son compteur d'électricité. Ok, très bien. Donc du coup on retrouve dans les charges de copropriété l'entretien des communs, voilà, la gestion de l'immeuble, mais du coup ça fait effectivement beaucoup baisser les charges de copropriété. Des charges assez faible. Donc là, petit conseil, si vous achetez en copropriété, soit c'est un syndic bénévole, mais la plupart du temps c'est des agences immobilières qui gèrent ça très bien. Vous avez dans les charges la partie récupérable et la partie non récupérable. Donc la partie récupérable, c'est ce qui est provisionné en plus du loyer sur le loyer pour le locataire, donc à payer par le locataire, et la partie non récupérable qui reste à la charge du propriétaire. Donc c'est intéressant de regarder ça. Et voilà, souvent ce qui est un petit peu compliqué, c'est quand il y a du chauffage collectif. Alors ça pose pas de problème quand on passe en tout frais inclus, charges comprises, tout ça, mais toujours pareil, dans la tête des locataires, charges élevées, du coup loyer un petit peu moindre, parce que les locataires fonctionnent souvent en charges comprises. Donc voilà, donc c'est bien d'avoir cette notion, de savoir qu'est-ce qui reste à votre charge, qu'est-ce que vous pouvez facturer aussi au niveau du locataire. Allez, c'est parti, on va aller voir ça de plus près. Donc là on se trouve dans les communs, donc c'est un petit peu vieillissant. Tu m'as dit donc il y a dernièrement, lors de la dernière assemblée générale, ça a été voté pour repeindre, refaire un coup de propre. C'est ça, tout repeindre, c'est de donner toujours pareil une deuxième vie au bâtiment. Et après maintenir en état l'ascenseur. Tout à fait.
Donc là c'est pareil, c'est des charges. Alors, tu m'as dit pour l'ascenseur, on est sur quel coût annuel d'entretien? Alors l'ascenseur seul, c'est fondu dans les charges de copropriété. C'est fondu, ouais, d'accord. Mais, Okay. voilà, mais les charges de copropriété pour l'année sont un peu inférieures à 600 €. Donc ça comprend à la fois l'entretien de l'ascenseur, l'entretien des communs, du bâtiment de manière générale. Très bien. Ça fait 50 € par mois. Et dans ces 50 €, il y a une partie bien sûr récupérable. Absolument. Et une partie non récupérable. Pareil, l'ascenseur, il y a une partie qui est récupérable sur le locataire. C'est ventilé entre l'entretien et les pièces à changer d'usure entre locataire et propriétaire. Tout à fait. Voilà. D'accord, bon, bah, parfait. On va aller voir ça. Donc on monte au 4e étage. Allez, c'est parti, un peu de sport. On est sportif, nous, on prend les escaliers. Voilà. C'est bon, hein? Ah, ben voilà. Un appartement passif énergiquement. Énergétiquement. Il se chauffe tout seul. Il fait très bon, il fait très chaud. Il n'y a pas de chauffage. Non. Il n'y a pas chauffage naturel. C'est vraiment les ouvertures qui, baignées de soleil, amènent la chaleur dans le bien. Excellent. Donc là, on est vraiment sur un plateau. Bon, il y a une petite cloison en bois, d'accord, qui sera vite enlevée. Donc ça permet de pouvoir redimensionner, redispatcher un peu comme on veut. D'accord, donc on est sur un plateau de 59 mètres carrés? Tout à fait. Ok, d'accord. Très bien. Donc là, on a la partie évacuation, là-bas. Arrivée d'eau, évacuation. Voilà, donc en fait, ce qu'ont prévu de faire les acquéreurs, c'est de conserver la disposition. Alors ça sera évidemment remis au goût du jour, mais conserver la disposition de l'emplacement de la salle de bain et de la cuisine pour se simplifier la tâche en termes d'arrivée et d'évacuation d'eau sur la plomberie. Donc la salle de bain comme on vient de le voir et la cuisine qui sera ici plutôt disposée comme ça, en récupérant du coup les évacuations qui sont dans la salle d'eau derrière. Voilà, exactement. Donc ce sera assez simple en termes de raccordement. Et puis ça permettra d'avoir la cuisine ouverte sur le salon, ce qui est assez courant en termes de rénovation. Ouais, c'est clair, ouais, tout à fait. Donc au niveau de l'agencement, comment les nouveaux propriétaires vont organiser l'appartement? Donc la cuisine là, le salon là? Oui, c'est ça. En fait, comme on l'a vu, on est rentré, nous, plutôt de l'autre côté, alors que cette partie va devenir plutôt la partie chambre de l'appartement. D'accord. Et en fait, cette porte qui n'avait plus d'utilité pour les vendeurs avait été murée. D'accord. Elle va du coup être réouverte et ce sera à nouveau la porte d'entrée de l'appartement. De cette manière, on arrivera dans le salon cuisine. Du bon côté. Et pas dans les chambres. D'accord, très bien. Et donc là-bas, 2 chambres vont être créées là-bas. Ok, très bien. Donc au niveau du statut adopté pour ce projet, ça sera de la location nue, la location meublée, comment? Alors ce sera de la location meublée parce que les acquéreurs ont déjà un statut d'LMNP, donc ont déjà un bien en location meublée qu'ils ont acquis d'ailleurs avec nous aussi, avec projet locatif. Ok, très bien. Voilà, donc ce sera leur 2e projet avec nous et donc ils continuent sur ce statut d'LMNP, donc de la location meublée ici. Bon, parfait. Donc un statut qui s'adapte bien aussi, puisque là, on est sur de la création de surface habitable. On était sur une surface commerciale. Et donc, à ce titre, fiscalement, en location nue, vous ne pouvez pas déduire les travaux, sauf en meublé ou en SCI à l'IS. Bon, ben là, c'est le choix du LMNP. Donc, où là, effectivement, les travaux sont déductibles et vous n'êtes pas inquiété d'une requalification. Donc, c'est très important, c'est des petites choses à savoir. Mais à partir du moment où on crée de la surface habitable, ce qui est le cas, il faut avoir le bon statut. D'accord, donc au niveau chiffre, ça donne quoi? Quel a été le prix d'acquisition, le montant des travaux, les loyers estimés? Oui, alors prix d'acquisition, on est sur 45 000 €. D'accord. Ok, net vendeur. Plutôt un petit projet. Ouais. Frais de notaire, honoraires projet locatif. Au niveau des travaux, là aussi, les acquéreurs vont faire une partie des travaux eux-mêmes. D'accord. Donc ça réduit aussi un petit peu l'enveloppe travaux, ça optimise un petit peu la rentabilité. Donc on est au global sur un projet à un peu moins de 80 000 €.
D'accord. Et les loyers estimés du coup de ce type de bien sur le secteur, donc on n'a pas précisé, on est sur Tarbes. Oui. Voilà. On est sur Tarbes, on est en plein centre-ville, on est vraiment à peine 100 mètres de la place Verdun, donc sur un secteur super dynamique. Et ici, au niveau de la location en meublé, comme ce que veulent faire les actuels propriétaires, on va être autour de 520, 530 euros de location hors charge par mois. D'accord. Pour un T3, donc très bien, une rentabilité qui est assez intéressante. Un projet qui sera financé en totalité par la banque, un peu d'apport? Alors, projet totalement financé par la banque, l'apport va reposer principalement sur l'ameublement. D'accord, ok. Voilà, en fait, on a présenté le projet au global à la banque et l'apport vient financer les meubles. Ok, parfait. Donc un projet en équilibre financier positif, avec un petit cash flow en plus pour un petit budget, donc très bien. La partie financière de ce projet, donc on va reprendre effectivement le prix d'acquisition de 45 000 euros avec les frais d'agence inclus, auxquels s'ajoutent les frais de notaire d'un peu plus de 5 000 euros, les travaux de 12 000 euros, donc, qui sont peu élevés puisque les acheteurs vont les réaliser par eux-mêmes, les honoraires projet locatif de 5 900 euros, et donc on est sur un total de 68 100 euros, ce qui est vraiment très, très peu, vraiment un petit coût de projet, un petit apport dans ce projet avec un montant à emprunter donc d'un peu moins de 66 000 euros, sur 20 ans avec des mensualités donc de 330 euros par mois. Les estimatifs de revenus, donc on est sur 540 euros hors charge, voilà, 50 euros de charges supplémentaires pour cet appartement qui sera entièrement rénové et remis à neuf. Donc on est sur des revenus annuels de 6 500 euros quasiment. Et donc le bilan des charges, on se retrouve avec une taxe foncière à 600 euros, la copropriété, donc comme on l'a dit, on est quasiment à 600 euros par an, à 550, l'assurance propriétaire non occupant. Petite astuce, moi ça je le prends toujours à la banque, hein. L'assurance propriétaire non occupant, c'est toujours quelque chose qu'ils sont contents de faire quand on prend le crédit chez eux. Voilà, et le crédit immobilier, donc on se retrouve avec des charges de 5 256 euros et donc un différentiel positif avec un financement, vous avez vu, quasi total de 1 224 euros par an, donc 100 euros par mois de cash flow positif, ce qui est plutôt bien pour un petit prix comme celui-ci. Donc après au niveau des démarches, alors comment ça s'est passé ce changement de destination? Est-ce que ça a été compliqué à mettre en place? Quelles sont les démarches à effectuer? Par quoi on commence? Oui. Alors il y a deux points principaux à vérifier. Il y a déjà l'accord de la mairie. Savoir si on a l'autorisation de transformer des locaux commerciaux en locaux d'habitation. D'accord. Alors bon, les règles vont varier d'une ville à l'autre. C'est vrai qu'ici, à partir du moment où il n'y a pas de vitrine sur rue, où vraiment le local commercial tel qu'on l'imagine, on a une bonne marge de manœuvre pour transformer en habitation. Donc pour ça, on avait vérifié en amont la faisabilité de ce projet-là. D'accord. Le service de l'urbanisme, donc la mairie. Tout à fait. Voilà. Au niveau de l'urbanisme, puis au niveau du PLU, on peut déjà avoir aussi un premier aperçu de ce qui est autorisé dans la ville. D'accord. Et après, il y a un deuxième aspect qui est celui de la copropriété, parce qu'il faut aussi l'autorisation de la copropriété, que ce soit en accord avec le règlement de copropriété. Okay. Bon, ça, on pouvait imaginer que c'était bon dans la mesure où chaque lot, au fur et à mesure des ventes, est transformé en habitation. Donc, il y avait une cohérence à ce niveau-là. Et en fait, la personne qui vend ici l'appartement avait déjà fait ces démarches-là auprès du syndic de copropriété. Parfait. Donc, en gros, ça consiste à demander au moment de l'AG ou à demander à une AG extraordinaire, si jamais l'AG de l'année est déjà passée, l'autorisation de transformer le local commercial en habitation. Et là, ça n'a pas posé de problème, l'autorisation a été acceptée tout de suite. Très bien, d'accord. Est-ce qu'on peut du coup mettre dans le compromis, dans les conditions suspensives, finalement, les accords de la mairie, les accords de l'Assemblée générale? Bien sûr. Voilà, c'est quelque chose à bien anticiper. Bien sûr, ça peut être une clause suspensive de la même manière qu'on va mettre l'obtention d'un prêt ou la vente d'un bien. On peut avoir en conditions suspensives l'autorisation de la mairie et de la copropriété pour réaliser le projet. Donc là, l'autorisation de la copropriété, on l'avait déjà validé. C'était quand même un peu plus simple. Et après, l'autorisation de la mairie, comme c'est simplement une demande préalable, c'est un peu moins lourd qu'un permis de construire en termes de démarche. On l'obtient assez rapidement.
Donc une déclaration préalable, c'est ça, à la mairie, tout simplement. Et c'est vrai que ça dépend des régions, parce qu'il y a certaines régions où la mairie peut vous demander des contreparties, entre autres des places de stationnement. Oui. Ou autre chose, même des fois. Ça va dépendre des régions, même des villes en fait, parce que ça dépend de leurs contraintes en termes de stationnement, en termes de besoins en habitation et de besoins en commerce. Donc il n'y a pas de généralité, c'est vraiment à vérifier auprès des mairies et des services d'urbanisme. Très bien. Moi, je pense que c'est vraiment des projets intéressants parce que des locaux commerciaux, finalement, ça intéresse un peu moins de monde, encore plus quand on a des bureaux situés dans ce genre d'immeuble. Bon, il faut trouver le bon client. Et donc, nous, je pense qu'en tant qu'investisseurs, c'est des produits qui peuvent nous intéresser parce que c'est plus négociable, on peut payer un peu moins cher et pour le coup... C'est ça, c'est plus facile à négocier et puis il y a aussi un peu moins de concurrence de d'autres investisseurs parce que c'est des produits qui font un petit peu peur, on va dire, à un investisseur débutant parce qu'effectivement il y a ces démarches à faire, ça peut sembler très compliqué et voilà, et un peu incertain, alors qu'en fait quand on sait comment s'y prendre, qu'on a les bons contacts, c'est assez rapide et c'est pas forcément ça se fait assez bien. Très compliqué. D'accord, très bien. Bon. Merci pour ces précisions utiles. J'espère que ça vous plaira, ce genre d'informations, et que ça vous aidera aussi à passer à l'action. D'accord, donc au niveau du profil des acheteurs, quel est leur profil, quel était leur objectif en fait sur ce projet? Les acquéreurs, c'est un couple d'investisseurs, de jeunes investisseurs. Donc, comme on l'a dit, ils ont déjà fait un projet locatif. Eux, ce qu'ils avaient envie, c'est de bousculer un petit peu les codes et d'avoir un bien supplémentaire. Ils ont eu le gros avantage d'être propriétaires de leur résidence principale. Donc, ça a aussi favorisé énormément leur dossier bancaire dans la recherche de financement. Ok, donc merci pour tous ceux qui nous font confiance. Effectivement, avec projet locatif, on en a de plus en plus qui deviennent un petit peu addicts, et comme nous, une fois qu'on commence à acheter un bien, deux biens, trois biens, on y prend goût. Donc c'est le gros danger, attention, quand on commence à investir et à avoir des revenus récurrents, on a envie d'enchaîner. Et plus le temps passe et plus on en achète, et plus on se rassure, et plus on passe à l'action en fait. On fait tomber nos barrières limitantes. Exactement, en fait je pense que le plus difficile c'est le premier finalement. Une fois qu'on a réalisé le premier bien, qu'on s'est un petit peu rassuré, qu'on a compris le mécanisme et que voilà, les premiers loyers commencent à tomber, automatiquement on se dit que oui, effectivement on pourrait un peu enchaîner. On voit que c'est pas que des vidéos sur YouTube, c'est réel, c'est concret, ça atterrit sur le compte en banque. Bon, voilà. Ok, est-ce qu'on peut parler un peu de la ville de Tarbes? Donc Tarbes fait partie comme pas mal de villes moyennes qui prennent beaucoup de valeur assez rapidement. Il y a de plus en plus d'investisseurs qui arrivent sur ce type de secteur. Donc ville plutôt dynamique au niveau du secteur. Ville plutôt dynamique. Sur le département des Hautes-Pyrénées, c'est la ville étudiante. Donc c'est vrai que pour ça, les investisseurs sont toujours un peu plus enclins à passer à l'action dans les villes étudiantes. Ici, il y a la fac, il y a l'école d'infirmière, il y a pas mal de choses. C'est une ville qui vraiment, on en discutait depuis plusieurs années, je dirais 3-4 ans, est réellement en train de récupérer les investisseurs des métropoles. Ça a deux effets. Ça a le premier effet de faire monter aussi un peu les prix. Bien sûr. Donc les rentabilités sont un petit peu moins intéressantes peut-être que ce qu'on pouvait trouver il y a quelques années. Mais en même temps, ça revalorise aussi les biens des investisseurs qui sont passés à l'action. Donc ça joue dans les deux sens. En fait, quand on prend tous les éléments en compte, c'est ça, il y a la rentabilité immédiate et il y a la rentabilité à terme, le taux de rendement, on va dire, sur le nombre d'années. C'est-à-dire qu'au moment de la revente, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, on n'est pas obligé d'ailleurs de garder le bien 20 ans. Il y a beaucoup d'investisseurs qui disent oui, mais 20 ans c'est long, ou 25 ans. Bon, les emprunts sur 25 ans, arrêtez s'il vous plaît. Parce que franchement, alors ça se faisait, à mon époque, il y a une dizaine d'années, c'était déjà compliqué, mais alors maintenant c'est carrément quasiment impossible. Franchement. Hors résidence principale. Franchement, c'est hyper rare. Donc ne vous bloquez pas là-dessus. Mais on peut très bien revendre au bout de 10 ans. Et effectivement, notre capital restant dû a été entre guillemets presque divisé par 2. Et si en plus, en contrepartie, on est sur un secteur un peu dynamique, ou même si on a eu que peut-être 7-8% de rentabilité, mais qu'on a à ce moment-là une plus-value, au final, quand on met toutes les données l'un dans l'autre, finalement, ça vaut
des investissements à plus de 10% dans des zones très rurales où forcément mais il y a moins d'évolution de prix et il y a des valeurs patrimoniales qui seront plus faibles. Voilà, donc, exactement. C'est un peu un mix de stratégies entre le rendement et le côté patrimonial avec cette plus-value latente qu'on peut imaginer vu le dynamisme que prend le marché. Mais tout cumulé, effectivement, on s'aperçoit que la remise à plus tard peut coûter cher et qu'il ne faut pas non plus hésiter à passer à l'action avec les rendements du marché tel qu'il existe. Tout à fait, tout à fait. Du coup, toi, sur ton secteur, donc tu es sur Tarbes, Lourdes, c'est ça Oui. Où c'est que tu rayonnes? S'il y a des personnes qui souhaitent te mandater, quel est ton secteur de recherche? Alors principalement, c'est ça, c'est Tarbes, Lourdes. Alors je peux être amenée à aller sur Pau, mais avec des stratégies d'investissement complètement différentes. Donc effectivement, plutôt sur du patrimonial où ce qu'on va chercher, c'est des biens à l'autofinancement. Il n'y aura pas de cash flow positif, mais par contre avec une potentielle revalorisation assez intéressante. Et donc majoritairement, ça va être Tarbes ou Lourdes et les villages environnants parce qu'il y a aussi beaucoup de demandes pour des petites maisons, de choses comme ça. Donc ça peut être intéressant aussi de s'écarter. D'accord, c'est intéressant de diversifier aussi de toute manière ces investissements. Hein. De manière, je le dis, pour moi, le plus gros effet d'enrichissement, c'est le remboursement du capital. Hein. Ce n'est pas le cash flow immédiat, ce n'est pas 1 000 € par an ou 2 000 € par an qui font de l'enrichissement. C'est tous les mois ce qu'on rembourse à la banque, le crédit qui se rembourse et cet amortissement qui fait le gros effet de levier, le vrai enrichissement à terme. C'est ce qui est le plus puissant. D'accord. Donc toi, appartement, immeuble de rapport, tu fais aussi de la gestion sur la location courte durée. Donc finalement, tu as un panel assez varié. C'est ça. Donc voilà, donc si vous souhaitez faire appel à Nadège, alors que ce soit pour son secteur ou à d'autres investisseurs, vous avez du coup le lien projet locatif dans la description. Voilà, n'hésitez pas à regarder ce qu'on peut vous proposer. Deux questions qui viennent, c'est comment tu as trouvé le bien, encore une fois, et la réponse, je la connais. C'est un peu toujours pareil, donc... Oui, c'est un peu toujours pareil, dans le sens où, effectivement, avec les années, je commence à avoir un réseau d'agents immobiliers assez conséquent. Ils savent quelles sont les grandes lignes des recherches que je peux avoir pour moi ou pour mes investisseurs. Et du coup, ce qui se passe, c'est que souvent, quand ils vont rentrer un bien qui potentiellement va correspondre aux critères de recherche que j'ai, ils vont me passer un coup de fil et je vais avoir la possibilité de le visiter, ce qu'on appelle en off, c'est-à-dire avant qu'il soit publié au plus grand nombre. Tout à fait. Après, pour ce bien-là, c'est un petit peu particulier, c'est que du coup, on était parti pour visiter un autre bien, un autre appartement qui s'est avéré pas forcément extrêmement intéressant. Voilà, ça permet toujours d'échanger sur ce qui se fait. Et puis au fil de la conversation, on a discuté de ce bien-là qui allait être renté. Voilà, on était à 300 mètres, donc allons-y, j'ai les clés. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Je trouvais qu'il y avait du potentiel, donc je l'ai proposé. Très bien. C'est cette analyse qui fait la différence en fait. Hein. Parce qu'effectivement, comme on travaille beaucoup avec le réseau, c'est ça qui fait qu'on arrive à avoir les affaires un peu avant tout le monde et être là au bon moment, ça prend du temps, c'est-à-dire qu'on visite souvent, on est en contact régulier avec des agents immobiliers. Alors eux, ils reviennent souvent nous voir, mais pas forcément pour des bons projets, mais on rebondit après sur d'autres projets qui vont rentrer, et c'est ce lien-là qui fait qu'on arrive à se positionner un peu en priorité. Et finalement, c'est là où on se rend compte que l'analyse qu'on a, elle a une expertise par rapport à des agents immobiliers qui ont moins cette spécialité, on va dire. Oui, ils ont moins cette spécialité, ils vont peut-être... je vais parler en généralité, mais ils ont peut-être un peu moins de connaissances en fiscalité immobilière, enfin voilà, tout ce qui va aller autour du projet en lui-même. Donc c'est vrai que pour ça, l'accompagnement est intéressant, puisqu'il faut garder en tête aussi, c'est que même si on n'en fait pas un rapport à chacun des investisseurs qu'on accompagne, moi j'ai à peu près un ratio d'1 sur 10, c'est-à-dire que quand je propose un bien à mes investisseurs, j'en ai visité à peu près une dizaine que j'ai écarté parce que pour diverses problématiques, je sais qu'on peut aller chercher quelque chose d'un peu plus qualitatif, d'un peu plus intéressant. Et donc, il y a tout ce travail-là de tri, finalement, qui est fait pour l'investisseur. Ouais, très bien. Ok, merci Nadège. Est-ce que tu as un petit conseil à donner à quelqu'un qui a envie d'investir, qui a des peurs, qui a des freins, qui a envie de passer à l'action? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Moi, je dirais que c'est normal déjà d'avoir des appréhensions. On a tous super.
Oui, moi j'ai eu peur je pense. Au début. Enfin, sinon c'est étrange. Je pense que oui, on a tous eu peur. Après, le tout, c'est ça, c'est de passer la première marge, d'acheter le premier bien. C'est pas obligé d'être un super immeuble de rapport, enfin d'être quelque chose aussi de très gros et de très problématique. Enfin, potentiellement problématique. Je dirais que c'est vrai que se lancer, par exemple, sur un projet comme celui-là, facile quoi, plus simple, avec voilà, une petite surface, bon, il y a quand même pas mal de travaux à suivre. Ça va pas être, voilà, ça va pas être fait du jour au lendemain, mais voilà, ça reste assez simple à gérer. C'est un petit projet quand même, voilà, avec un petit budget. Et en faisant appel à nous, on est derrière aussi pour suivre les travaux, pour suivre toutes les étapes, le déroulement entre l'offre et la mise en location. Donc voilà, faut pas hésiter à être accompagné pour passer cette petite marche et puis après ça permet. Si vraiment c'est ça qui freine en fait, si c'est ça qui vous freine, autant faire appel à des professionnels. Et après, sinon, si vous vous sentez en soi, nous en fait l'avantage qu'on a, c'est que bon, il y a l'analyse et tout ça, puis il y a le réseau. Mais après en soi, à partir du moment où vous connaissez votre secteur, vous avez des entreprises avec lesquelles vous arrivez à évaluer un petit peu les travaux et que vous testez le marché et que le marché est bon, clairement, si vous proposez un produit de qualité sur votre secteur et en dessous des prix un peu du marché, bon, franchement, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, quoi. Donc après, évidemment, nous, l'avantage, c'est qu'on va optimiser tout le processus, on va mieux sécuriser avec toutes les étapes, la partie d'information fiscale et tout ce qu'on peut donner de bout en bout. Mais honnêtement, s'il y a des personnes qui se sentent de passer à l'action sans nous, faites-le aussi, quoi. Oui, c'est faisable. Ça demande plus de temps. Ouais, c'est ça. C'est surtout ça. Il faut s'impliquer. Voilà. Ouais, c'est ça. Prendre le temps d'être régulier dans les appels au réseau, dans les visites, pour en tirer les opportunités finalement. Je crois que l'année 2021, on tourne en début d'année 2022, il y a eu 1 200 000 transactions l'année dernière et 30% de ces transactions, c'est de l'investissement locatif. C'est juste incroyable ce qui est en train de se passer là en ce moment en France. Avant, ça représentait moins de 5% des transactions et en quelques années, en fait, il y a la crise, puis il y a une prise de conscience aussi de pas mal de personnes. Il y a Internet, il y a tout ce que tout le monde fait aussi pour promouvoir aussi l'investissement. Je trouve ça super aussi que chaque personne puisse avoir ses propres revenus récurrents et automatiques. Donc il y a un gros mouvement qui est en train de se mettre en place. Donc je trouve ça super. Donc prenez le train en marche tant qu'il est là, parce que on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais moi je pense qu'il y a beaucoup d'avenir. On voit les prix continuer à monter, il y a de plus en plus d'investisseurs et c'est vraiment top ce qui est en train de se passer. C'est une source d'enrichissement personnel et puis je trouve qu'il y a un deuxième aspect aussi qui est hyper important. C'est que en faisant ça, on limite tout ce qui va être marchand de sommeil aussi. On donne un nouveau souffle au parc locatif et c'est quand même appréciable d'avoir des biens qui sont qualitatifs et des gens qui sont heureux d'y vivre et qui n'ont pas de... C'est hyper gratifiant. Moi, je suis toujours très fier quand je fais visiter un appartement qui m'appartient, que j'ai énormément de demandes et tout le monde veut louer. Mais c'est super ce que vous avez fait. Enfin, ça fait plaisir, quoi. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, merci Nadège pour cette vidéo très intéressante, encore un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Merci pour ta participation et ton expertise intéressante. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit like. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Allez-y, faites péter l'algorithme YouTube, s'il vous plaît. Aidez-nous à nous propulser. On est de plus en plus nombreux, donc merci de me suivre et de nous suivre. La communauté grandit. Merci à tous. À bientôt. Pensez à vous, passez à l'action. Et puis, à bientôt. Ciao, ciao.